On continue de parler du marché immobilier avec l'apôtre de ceux qui sont déjà propriétaires en France, l'un de leurs porte-parole, Jean Perrin, le président de l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière. Bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue sur BFM Business. D'abord, vous pensez quoi de cette probable extension du prêt à taux zéro, cette info exclusive que vient de nous livrer Marie ? Oui, merci pour l'information, mais hélas, elle apporte pas grand-chose de nouveau. Le président de la République n'a pas compris, et pourtant je lui ai adressé plusieurs courriers. Si on manque de primo-accédants, c'est parce que les gens n'ont plus envie de devenir propriétaires. C'est pas une question d'argent, et je suis étonné qu'ils pensent que tout se règle avec l'argent. Mais toutes les normes qui sont mises, toutes les contraintes qui sont mises sur la propriété, toute l'évolution de la fiscalité, c'est ça qui plombe vraiment. Et donc, quand le président aura compris qu'il faut plutôt alléger le carcan, faire un choc de simplification, alors pour le coup, ce serait nécessaire, il verra des gens revenir vers la propriété. Mais là, l'élargissement du PTZ, c'est un plus. C'est un plus, il n'est pas négligeable, mais c'est pas ça qui va apporter la solution. Moi, j'avais écrit au président de la République il y a 2 ans en disant qu'il y aurait 100 000 emplois détruits dans le bâtiment. Ça y est, on va arriver aux 100 000 emplois. Je veux dire, il est temps qu'il réagisse, et il réagit, à mon avis, pas assez bien. Il y a le PTZ, mais il y a tout le reste. Bon, il faut aller au-delà du PTZ parce que vous le dites, les propriétaires vivent dans un carcan de plus en plus étroit. Les propriétaires sont pris en ciseaux, c'est ça, entre d'un côté les taxes, des impôts qui augmentent et de l'autre des rendements immobiliers de moins en moins importants? Il y a 2 choses. Il y a les propriétaires occupants. Déjà, les propriétaires occupants, eux, ils ne regardent pas le rendement. Simplement, ils se disent, si j'étais locataire, ça serait moins contraignant pour moi que le fait d'être propriétaire maintenant, compte tenu des normes, des charges, de la fiscalité. Et tous savent qu'il y a le COP 21 qui arrive et que le président de la République va être obligé de donner des signes à ses collègues chefs d'État. Il ne peut pas le faire sur le transport, il ne peut pas le faire sur l'agriculture, il ne peut pas le faire sur les entreprises. Donc tout le monde pense que ça va être fait sur le bâtiment. Donc ceux qui voudraient accéder se disent attention à ce qui va m'arriver après le COP 21. Et puis les bailleurs, donc ceux qui investissent pour louer, ils ont eu la loi Allure qui leur est tombée sur le nez, loi doctrinaire, sectaire, mais qui ne change rien dans les rapports locatifs, si ce n'est que ça les rend plus complexes et que c'est chaque fois au désavantage du bailleur. Et puis la fiscalité, et notamment la fiscalité locale, puisque les taxes foncières s'envolent dans la plupart des communes et départements de France, et donc les propriétaires candidats se disent c'est pas la peine d'aller se fourvoyer là-dedans, mes revenus qui baissent, mes charges qui augmentent, ma fiscalité qui augmente, je laisse tomber, je préfère l'assurance vie. Alors justement, la hausse de la fiscalité, elle est si importante que ça là pour les propriétaires, ça pèse vraiment de plus en plus dans le budget d'un propriétaire aujourd'hui en France. Alors si vous voulez, quand on regarde, il faut faire des comparatifs, et quand on regarde la fiscalité d'un bailleur par rapport au loyer, parce que c'est comme ça qu'il faut la regarder. Il y a quelques années, on avait une coutume de dire vos taxes foncières c'est 1 mois de loyer. Aujourd'hui, en moyenne nationale, on est à un peu plus de 2 mois de loyer. Et on a des villes comme Grenoble qui arrivent à 3 mois de loyer. Donc un propriétaire investisseur qui dit bon je ne vais pas louer 12 mois par an, si je loue déjà 11 mois c'est bien, parce que de temps en temps il y a un peu de vacances locatives partout. Et donc il se dit sur 11 mois j'en ai déjà 2 ou 3 qui partent pour mes taxes foncières, je sais qu'après j'ai l'impôt sur le revenu, je sais que j'ai la CSG, je sais que j'ai des obligations de diagnostic, de mise aux normes et de contrôle, donc il ne me reste rien. Si c'est pour qu'il ne me reste rien, je vais à la caisse d'épargne. Et la taxe foncière, elle a beaucoup augmenté ces dernières années, ou elle continue encore aujourd'hui d'augmenter et ça va se poursuivre? Alors, là encore, 2 comparaisons. Si on regarde la progression, si on fait sur les 5 dernières années, en moyenne nationale, plus 16,5%. Les 5 années précédentes, on était à 21%. Donc tout le monde pourrait dire bravo, ça augmente un petit peu moins. Ouais. Mais si on compare à l'inflation, l'inflation, elle a baissé. On est sur la même période de 5 ans, on est à 6,5 d'inflation. Donc quand ça augmente de 16,5 par rapport à une inflation à 6,5, c'est presque 3 fois l'inflation. Donc les propriétaires, eux, leur loyer parallèlement à cela, ils stagnent, ou dans certains secteurs défavorisés en France, ils baissent considérablement. Donc une fiscalité qui ne cesse d'augmenter, d'autre part des loyers qui baissent, et puis sur cette analyse des taxes foncières, il ne faut pas oublier que 2014, il y a une année électorale et que cette année-là, beaucoup de communes ont été extrêmement raisonnables avec des déclarations incroyables, plus d'augmentation de la fiscalité, on arrête tout. C'est coutumier à chaque élection locale. L'année suivante, on voit que Lille, par exemple, a augmenté de 14%, alors que l'année d'avant, l'année électorale, il n'y avait pas nécessité d'augmentation. On est coquins. Donc on voit bien, c'est de bonne guerre, mais quand même, ça coûte cher aux propriétaires et on ne peut plus supporter. Il y a Lille, vous dites, il y a Strasbourg, où la taxe foncière bondit cette année de plus de 9%. Toulouse, Dijon, la belle ville de Dijon, qui bat aussi des records. Et ça va continuer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'économie française, et dans la gestion de l'État, le président de la République, qui ne voulait pas creuser les déficits, hélas, continue de les creuser, et il se dit, il faut que je fasse des économies.
Et donc pour faire des économies, il décentralise un certain nombre de charges sur les collectivités, régions, départements, communes, communautés de communes, et il donne des dotations sensiblement équivalentes aux nouvelles responsabilités. Sauf que les dotations sont bloquées, alors que les nouvelles responsabilités progressent en dépenses. Et donc les élus, quand ils regardent leur budget, et j'ai moi-même établi le budget d'une commune pendant 13 ans, on se dit où est-ce que je peux trouver de l'argent? Taxe d'habitation? Non, c'est tous les contribuables, y compris les plus modestes. Les entreprises? Non, il faut préserver l'emploi. Bon, alors je vais taper sur les proprios. Et on a l'impression que c'est presque moral que de taper sur les propriétaires. Sauf que les propriétaires, ils n'en peuvent plus, et que bientôt, il n'y en aura plus, et il n'y aura plus de taxes. Je suis désolée de vous interrompre, mais on fait quoi? Parce qu'effectivement, vous dites qu'il y a la nécessité de contenir les déficits, de faire des économies. La réduction des dotations de l'État auprès des collectivités locales, elle paraît évidente, et c'est pas juste François Hollande qui l'a décidé. Et du coup, que les collectivités locales, les communes elles-mêmes répercutent cette baisse à travers les impôts locaux, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On évite déjà le gaspillage. Je rappellerai que le budget logement de la France, c'est près de 50 milliards. Ça augmente petit à petit, on était passé de 40 à 46. Oui, si on compte aussi ce que font les collectivités, moi je compte tout. Si on compte tout, allez, 49 milliards. 49 milliards, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu payé par tous les Français. 49 milliards, c'est l'équivalent de l'intérêt de la dette de la France. On dit que la France ne pourra plus faire face à sa dette, mais le budget qu'elle met dans le logement, c'est l'équivalent des intérêts de la dette chaque année. Donc, on se dit là, il y a des économies à faire, et notamment dans le parc public. On voit qu'il y a des constructions de logements dans des secteurs où il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de construction où il y en a besoin, et là, il faut renforcer la construction, mais il y a d'autres secteurs. Moi, j'étais à Rodez il n'y a pas longtemps, quand j'entends qu'on me dit qu'à Rodez, on va continuer de faire du logement social, mais je dis, on est fou, c'est plein de logements vides. Saint-Étienne, Belfort, en fait, beaucoup de villes en France. Donc, je pense que les 11 milliards d'économies qu'on veut faire sur les collectivités, on pourrait les faire là, sur le parc public, et laisser les collectivités vivre, parce qu'elles sont très utiles et très proches des citoyens. Jean Perrin, vous êtes le président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Vous êtes là pour défendre les intérêts des propriétaires. Alors, quitte à les défendre, autant le faire jusqu'au bout. Vous leur conseillez d'investir où pour éviter les hausses de taxes foncières que vous critiquez, que vous dénoncez? Pour les défendre, déjà, on va manifester le 17 novembre à Paris pour montrer combien les propriétaires sont déterminés. Ça sera la première fois en France que les propriétaires défilent dans la rue et manifestent. Donc, c'est dire le poids qui est sur nos épaules. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin, on se dit qu'en France, il y a des secteurs favorisés, en développement, puis des secteurs un peu déprimés. Et si je devais faire un dessin sur une carte de France, je ferais un U. Un U en regardant la carte de France, c'est-à-dire qui part de Nantes, qui descend à Bordeaux, qui passe par Toulouse, qui passe par Montpellier, Nice, Cannes, et puis qui remonte sur Grenoble, Lyon. C'est dans ce U qu'il faut investir. Voilà, là on peut encore y aller, il y a encore des bonnes opportunités, et on sait qu'on aura toujours des locataires. Parce qu'aussi, Jean, dans ce U que vous décrivez, les taxes foncières n'augmentent pas autant qu'ailleurs. La seule petite différence, c'est que les taxes foncières augmentent aussi, mais les loyers augmentent aussi, et où se tiennent bien, et il y a une demande locative, parce que dans certains secteurs, je parlais de Belfort tout à l'heure, à Belfort, le parc public offre 3 mois de loyer gratuit pour récupérer des locataires. Les propriétaires, des fois, sont 6 mois, 1 an sans locataires. Dans le U dont je parle, plus l'Île-de-France, bien sûr, qui est au-dessus en point fort, là au moins... le tréma du U. Voilà, il y a tréma, Lublaut, disent les Allemands. C'est là au moins, on sait qu'on trouvera des candidats locataires, des bons locataires, et on sait que même si la rentabilité est un peu moins forte qu'avant, on sait que ça pourra fonctionner. Donc dans le U, pas de souci avec les 2 petits points au-dessus. Pour le reste, je demande aux propriétaires d'être extrêmement vigilants, prudents et de ne pas se lancer n'importe comment. Donc éviter absolument la partie centrale de la France pour un investissement immobilier, privilégier la ceinture ouest, sud et est. Voilà. Et encore nord-est, vous l'incluez pas? Encore, je fais attention parce qu'il faut savoir comment vont évoluer les quartiers ou les villes. Parce que quand vous investissez, et notamment avec la loi Allure qui oblige à avoir du logement social dans les promotions privées, d'ailleurs qui sans doute est un facteur qui explique pourquoi il y a moins de candidats, parce que ceux qui payent 10 000 € le mètre carré, comme vous disiez, mais plutôt 14, 15 ou 17 000, ils n'ont pas envie d'avoir dans leur cage d'escalier des gens dont les logements ont coûté 3 500 € le mètre carré par le parc public et qui ne sont pas à leur fréquentation habituelle. Jean Perrin, vous dénoncez ici sur le plateau de BFM Business les baisses de rendement dans l'investissement immobilier, la hausse des taxes foncières notamment, mais parallèlement pour les propriétaires, et tout n'est pas noir, il y a quand même les taux extrêmement bas, les propriétaires qui se plaignent des taxes foncières qui augmentent, ils ont qu'à renégocier leur taux. Pourquoi ils ne le font pas plus? Oui, alors il y a 2 choses. Là, ils peuvent gagner des dizaines de milliers d'euros pour le coup. Oui, c'est juste. Alors, il y en a beaucoup qui ont déjà renégocié, comme il y a beaucoup de locataires qui ont renégocié leur loyer, donc souvent c'est un petit peu similaire. Et puis là, vous me parlez de l'accession, de l'acquisition. Or, le problème du propriétaire bailleur,
bailleur ou du propriétaire occupant, c'est pas à l'achat. À l'achat, on sait exactement ce qu'on fait. Il a un crédit qui continue de courir. Oui. Il peut renégocier. C'est vrai. On sait ce que ça coûte, mais s'il emprunte maintenant, il est bas, il ne renégociera plus rien. Avant, il espérait sur les plus-values. Il n'y a plus de plus-values, ou très rares, et puis elles sont bien taxées. Donc en fait, il n'y a plus ces petites marges de manœuvre que les propriétaires avaient auparavant, en disant j'ai peut-être pas beaucoup de loyer, mais j'ai une perspective de plus-value d'1 ou 2%. Ça n'existe plus. Dans beaucoup de villes, on est au moins-value. Et donc ça devient vraiment problématique. Mais c'est vrai que je conseille aux propriétaires de renégocier les taux et de ne pas trop renégocier leur loyer parce que ça sera rarement à la hausse. Oui, alors rarement à la hausse les loyers parce que vous pensez, j'imagine aussi à l'encadrement des loyers à Paris mis en place depuis 3 mois déjà. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan de l'encadrement des loyers ? Oui et non. D'abord, l'encadrement des loyers, c'est une vaste erreur et même une imbécilité parce que c'est très difficile à mettre en place, très difficile à contrôler. Puis alors sur le plan psychologique, c'est dramatique parce que ça décourage tout le monde. C'est plus sur le plan psychologique. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quand même, ce qu'il faut voir, c'est que c'est assez pernicieux le système. Et d'ailleurs, Madame Duflot l'a dit à l'époque. Elle dit c'est pour une baisse durable des loyers. Parce que vous avez un loyer médian qui est fixé. Et donc vous enlevez tous les loyers qui sont à 20% supérieurs. Mais ça veut dire que l'année d'après, quand vous recalculerez le loyer médian, puisque vous avez enlevé tous les plus gros, ça va rebaisser un peu. Donc les propriétaires investisseurs savent que régulièrement leurs revenus vont baisser. Si vous voulez, c'est pas un incitatif pour aller investir quelque part. Et puis pour ceux qui veulent acheter, ils se disent mais comme les loyers baissent, c'est pas la peine que je me fatigue à acheter, à me priver, à faire des efforts. Je me paierai un loyer qui sera plus à ma portée. Donc ça, sur l'image qui est donnée, c'est terrible. Et alors en plus, on pourrait dire c'est Paris, donc le reste de la France va faire quelque chose. Mais comme il y a toujours un maire ici ou là plus démagogue qu'un autre, qui dit moi je veux que ça s'applique chez moi aussi, l'encadrement des loyers. Alors on a entendu Lille, on a entendu Grenoble, puis on entendra d'autres. Visiblement il y a une dizaine de petites communes. Voilà, qui ont envie de faire bien aussi. Hein. Et donc tous les investisseurs se disent attends, ça va m'arriver un jour ou l'autre, donc je laisse tomber. Puis dans le doute, vous savez, l'immobilier on investit à long terme. Le promoteur, constructeur qui construit, lui, son but c'est la vente. Celui qui achète, son but c'est de durer. Et dans le fait de durer, quand on a des doutes, eh bien on n'y va pas. Oui, mais on en est si sûr que ça, là. Enfin, franchement, l'encadrement des loyers en place depuis 3 mois, est-ce qu'on voit une désertion des propriétaires bailleurs à Paris, honnêtement ? Alors, d'abord, il y a un paquet de propriétaires qui ne sont pas conscients. Il y en a qui continuent de rouler comme avant. D'ailleurs, rien ne se passe. Il n'y a pas de souci. Ils font comme s'il n'y avait pas d'encadrement. Ils font comme si... D'abord parce qu'ils ne le savent pas forcément. Hein. J'ai vu que... Ils n'écoutent pas assez BFM. Sans doute qu'ils n'écoutent pas assez. Mais j'ai vu qu'il y avait encore la moitié des Français qui ne savaient pas qu'on pouvait faire certaines choses en finance. Bon, donc on voit que les Français ont du mal à être informés. Deuxièmement, il y en a qui cherchent des petites échappatoires. Si vous voulez, on peut louer des éléments qui sont dans le logement, en plus du loyer, du logement. Le meublé, la vue, tout ça. Ils louent le frigo, ils mettent en location la machine, la kitchenette. On peut sortir des... Voilà, donc on arrive à biaiser un peu pour ceux qui le savent. Et puis il y en a quelques-uns, alors ils sont encore pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns qui disent je loue plus. Je loue plus, j'attends de voir, j'attends que ça se calme, peut-être 2017 il se passera des choses, donc j'attends, je fais le dos rond. Et en fait, plutôt que de mettre des logements sur le marché, on voit que l'encadrement, ça a découragé des investisseurs, ça a découragé des bailleurs, et donc il y a moins de logements sur le marché. Donc ça fait une tension sur... Même s'il reste des astuces quand même pour préserver le rendement d'un investissement, on peut louer en meublé par exemple, toujours, oui, ça permet de louer plus cher le mètre carré et de bénéficier d'avantages. Le meublé c'est bien, on a vu qu'il était dans le collimateur des pouvoirs publics, puisque ça fait plusieurs fois qu'ils disent les meublés, il y a quand même une niche fiscale, il y a un avantage particulier. Non, ce qu'on voit plutôt sont des... Pour l'instant, il est préservé le meublé, l'avantage du meublé est toujours là. Mais dans l'œil du cyclone. Et on voit plutôt des systèmes de location à la semaine où les déclarations sont aléatoires, où les concierges ont trouvé de nouvelles fonctions très intéressantes. Quand même, vous dites tout le mal nécessaire sur l'encadrement des loyers. Je voudrais quand même qu'on salue une initiative dont on a parlé en fin de semaine dernière, le dispositif Multiloc qu'a mis en place la mairie de Paris. Oui. C'est bien. Et voilà, justement, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus, puisque justement, là, pour une fois, c'est pas le bâton, c'est la carotte. Est-ce que le propriétaire peut justement y trouver son compte? Oui, alors, les propriétaires, il faut déjà qu'ils soient informés, ensuite, il faut que ça se passe. Moi, dans la location solidaire, le bail Solibail et tout, j'étais partenaire, hein, donc ça veut dire que j'apprécie ce genre de situation et de solution. Le seul souci qu'ont les propriétaires, c'est de se dire, est-ce que ça va être durable? Parce que depuis des années, vous regardez 10 ans en arrière, mais ça change tous les 6 mois. C'est-à-dire, on a à peine le
le temps de se familiariser avec un système, je rappellerai le Borloo populaire. Le Borloo populaire est un système très intéressant pour les locataires et pour les propriétaires. Mais on a à peine le temps de se familiariser qu'on nous propose autre chose, puis qu'on nous propose autre chose, puis qu'on ramène autre chose. Qu'il y ait des règles, qu'on en discute. Moi, je suis prêt à en discuter avec Madame Pinel, si elle s'intéresse au logement un jour, et vraiment lui dire ce que nous attendons, et puis cette fois-ci, que ça soit calé pour 10 ans, 15 ans, et qu'on puisse investir en sachant dans quel système on s'engage. Bon, et même le Pinel vous déplaît, mais vous ne serez jamais content. Les propriétaires sont d'éternels mécontents. Non, ces propriétaires voient que c'est de plus en plus dur pour eux et donc ils réagissent un peu. Le Pinel, c'est bien l'idée de dire on va permettre d'amortir une partie de l'achat et ça va faire une économie d'impôts. Ouais. Mais en contrepartie, on dit baisser vos loyers de 20%. Donc en fait, l'avantage que l'État nous donne, on leur donne aux locataires. Donc il faut dire carrément que le Pinel, c'est un avantage pour les locataires. Alors cette fois-ci, on est clair. Mais les propriétaires, ils ont un cœur généreux, ils ont envie de faire plaisir, mais pas jusqu'à donner leur argent aux locataires. Vous voyez, ils les logent déjà, ils essaient de faire des beaux logements, mais après, ils voudraient en tirer une petite rentabilité, au moins équivalente à un livret de caisse d'épargne. Et ben voilà, il a pas sa langue dans sa poche. Jean Perrin, merci d'être venu nous voir, le président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Un grand merci. Restez avec nous, on va continuer bien sûr de parler d'immobilier, de vos intérêts financiers dans la suite d'Intégral Placement. On s'intéressera également à la bourse en